Bien, mes chers collègues, je suis heureux de vous accueillir à nouveau dans la salle des mariages retransformée en salle du Conseil du 6e arrondissement où nous nous réunissons depuis des années et seule la crise sanitaire, malheureusement, que nous avons connue nous a empêchés de reconduire. Bon, ici ajouter des travaux puisque nous avons une rénovation qui était liée au fait qu'une partie de la partie haute de cette salle était abîmée par des infiltrations d'eau. C'est maintenant réglé et nous retrouvons la salle du Conseil, ce qui permettra d'ailleurs à la salle des fêtes d'accueillir à nouveau des concerts, des manifestations diverses et variées. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, de désigner Mme Florence de Varac comme secrétaire de séance. Elle a reçu le pouvoir d'Ariel Bocan. Elle sera assistée comme secrétaire auxiliaire de Christophe Rioual, directeur général des services, qui est à côté de lui Jean-François Vincent, directeur général adjoint. Je vous rappelle que l'ordre du jour définitif de la séance comprend 13 points. Nous dirons tout à l'heure au titre, à la fin, je vous propose de faire un point sur l'Ukraine. L'Ukraine, non pas bien évidemment sur la situation, la terrible situation que connaît ce pays, mais sur l'aide humanitaire qui est mise en œuvre par la mairie de Paris et à laquelle concourent les mairies d'arrondissement et de nombreuses associations. D'ailleurs, nous échangerons là-dessus et on pourra continuer à échanger au cours des prochains jours, puisqu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises, ce qui est une très bonne chose. Après, peut-être, il faut en tout cas au moins que l'information circule pour que nous puissions, quand nous avons des personnes qui souhaitent aider, qui souhaitent donner, que nous puissions bien sûr les diriger le plus possible. Je vous propose de voter l'extrait des délibérations de notre dernière séance qui s'est déroulée le mardi 25 janvier 2022. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Et je vous propose d'avoir un vote global d'approbation sur les points 6 et 7 qui ne posaient aucune difficulté et qui sont des délibérations qui concernent, je dirais, tous les arrondissements de Paris, c'est-à-dire l'organisation, comme chaque année, des consultations d'avocats et une aide de 1150 ou 1175 euros à tous les collèges publics parisiens. Si vous en êtes d'accord, je vais donner la parole à Monsieur Olivier Passlec qui va rapporter sur le point 3 de l'ordre du jour. Oui, merci Monsieur le maire. Donc il s'agit, conformément au CGCT, de nous prononcer sur une autorisation à donner au maire de signer des conventions entre la mairie et des associations pour des occupations de locaux. Alors, il est marqué l'occupation permanente de locaux, ce n'est pas toujours le cas. Pour vous donner un exemple, le comité des fêtes d'action culturelle et sociale, par exemple, utilise une salle une fois par semaine pendant 2 heures. Vous voyez, donc il ne faut pas donner au mot permanent le sens qu'il n'a pas juridiquement. Alors voilà, vous avez la liste qui vous est donc qui est dans le document. C'est une petite, environ 25 à 26 associations. Et c'est une traditionnelle, si vous voulez, c'est une formalité traditionnelle que je vous demande donc de bien vouloir adopter, approuver. Voilà. Je vous remercie. Compléter ce que dit le maire adjoint, je vais vous signaler que beaucoup de ces associations sont bien sûr des associations qui concourent directement à la vie artistique, sportive et culturelle du 6e arrondissement, que plusieurs d'entre elles ont trouvé refuge au centre André Malraux du fait de la fermeture pour travaux du gymnase Garancière, qui devrait rouvrir, mais qui va rouvrir avec 2 années de plus par rapport au premier calendrier, c'est-à-dire qu'il ne sera opérationnel que pour la rentrée 2023. Donc c'est quand même très prégnant. Donc on a des salles qui sont très sollicitées, qui l'ont été moins bien évidemment pendant la crise sanitaire, mais maintenant qui retrouvent
dans la mesure où les protocoles s'allègent un peu partout, on est tous heureux qu'ils retrouvent une certaine utilisation. Y a-t-il des demandes de prise de parole là-dessus? Monsieur Comet. Oui, merci Monsieur le maire. Je voulais juste savoir si il y avait d'autres associations qui avaient demandé à bénéficier de locaux et qui, vu la disponibilité des locaux, n'avaient pas été retenues. C'est une question d'ailleurs que posait une de vos prédécesseurs et je vous ferai la même réponse. Nous ne faisons pas la promotion de ces salles, nous ne les mettons pas, si vous voulez, en quelque sorte, nous n'organisons pas une consultation, car sinon nous aurions, compte tenu des tarifs qui sont appliqués, qui sont d'ailleurs des tarifs mairie de Paris, nous aurions énormément de demandes, émanant sans doute à 90% de personnes et d'associations extérieures au 6e arrondissement. Donc c'est le fruit, la liste que vous avez là, est le fruit du passé, corrigé par le présent, c'est-à-dire corrigé par les associations qui, comme je vous les ai dit, sont là pour cause de fermeture du gymnase Garancière. Il s'y ajoute également d'autres associations. Il y a d'ailleurs, je crois savoir que j'ai cru voir qu'il y avait la consultation juridique, la future consultation juridique qui va s'implanter à la mairie du 6e et qui a fait l'objet, je crois, d'une présentation, enfin d'une discussion entre M. Pasleck et Mme Hervieux. Mes chers collègues, s'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, je vous remercie. Et je redonne la parole à M. Pasleck qui va nous parler de la foire Saint-Sulpice. Donc je vous remercie, Monsieur le maire. Et effectivement, nous allons aborder une des manifestations les plus importantes, hors les murs, mais juste en dessous de nos murs, qui est la foire Saint-Sulpice, héritière, je dirais digne héritière, de ce qui s'appelait à l'origine la foire Saint-Germain. Alors c'est un ensemble, vous le savez, je vais vous le rappeler, de manifestations culturelles et commerciales, mais essentiellement culturelles. Et depuis 2011, la mairie de Paris a décidé de mettre en concurrence des organisateurs par la voie de ce qu'on appelle un appel à proposition, qui est une forme particulière d'appel d'offres. Pour donc les 3 ans à venir, pour les 3 années à venir, il y a eu 3 candidats. L'un des 3 candidats a déposé son dossier en retard, donc été éliminé, et il restait 2 candidats. Et c'est donc l'organisation Marie Hutré qui a été choisie par la ville, car elle correspondait parfaitement aux critères imposés par celle-ci pour l'organisation de cette grande manifestation. Je dois ici rendre hommage, je tiens à le dire, au maire du 6e, car c'est lui qui a pris l'initiative de demander à la ville de Paris de ne pas retarder la mise justement cet appel à proposition, car l'idée initiale de la mairie de Paris était de reprendre ce qui a été fait l'année dernière, c'est-à-dire de refaire la foire en septembre-octobre. Or, nous nous tenons absolument à ce que cette foire reprenne ses dates habituelles, c'est-à-dire essentiellement le mois de juin. Et là, vous avez dans les documents les dates exactes, c'est-à-dire que pendant 6 semaines, du 15 mai au 7 juillet. Alors, ça c'est très important parce que si effectivement nous avions encore redécalé cette manifestation, on ne sait pas du tout quelle sera la situation sanitaire au mois d'octobre. Alors que là, on peut espérer, légitimement espérer, que nous sommes dans une accalmie et que cette foire pourra bien se tenir. Alors, Marie Hutré, organisation a été choisie parce qu'elle, bien sûr, elle proposait d'abord des structures de qualité, comme je pense vous pouvez tous le constater lorsqu'elle installe ses stands. C'est propre, c'est bien fait, il y a un effort de présentation qui est tout à fait louable. Mais surtout, ce sont bien sûr les manifestations elles-mêmes qui sont en cause, à savoir les manifestations culturelles traditionnelles, le salon de la bibliophilie, le salon de la culture mathématique,
un salon de la photographie, le marché de la poésie, une journée de l'estampe, la journée des céramiques, des céramistes, ce à quoi Marie Hutré a ajouté, ce qui était aussi traditionnel, un festival de théâtre et une journée de l'écologie. Et alors, en prime, il y aura bien sûr alors l'aspect plus commercial, mais nécessaire pour arriver à équilibrer les comptes, car vous allez voir la redevance qui va être versée par l'organisatrice, qui est loin d'être négligeable, c'est le Salon des antiquaires, mais qui au demeurant est aussi très apprécié par à la fois nos administrés et les visiteurs. Alors je termine en vous disant deux choses. La première, c'est qu'il y aura dans le cadre du Salon de la bibliophilie une exposition dédiée aux bouquinistes qui ont bien besoin d'être aidés en ce moment. Et pour l'aspect alimentaire, qu'il a toujours, vous savez, une espèce de petite buvette, eh bien, un jeune chef primé par le programme Top Chef a été désigné. Et je crois que ça plaît beaucoup à certains de nos collègues. Alors tout cela, néanmoins, va coûter à l'organisatrice une redevance minimum garantie par année de 75 000 €, et donc plus important que ce qui était versé précédemment, puisque ce n'était que 50 000, et là c'est 75 000 €, c'est loin d'être négligeable, plus une redevance complémentaire de 5% du chiffre d'affaires hors taxe. Voilà, pour toutes les raisons que je viens de vous expliquer, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir approuver cette délibération permettant une convention d'occupation du domaine public pour la foire Saint-Sulpice pour les 3 années à venir. Merci, monsieur le maire adjoint. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Madame Kiss. Oui, merci, monsieur le maire. C'était quelques petites suggestions concernant la programmation de ces événements, qu'il y ait peut-être un peu plus d'événements concernant directement, localement, les habitants du 6e, comme par exemple, je crois qu'il y avait eu il y a quelques années un vide-grenier des conseils de quartier, si je me souviens bien, c'était... Alors merci ma chère collègue, parce que vous êtes un art divinatoire. Donc c'est pas dans la foire Saint-Germain, mais dans la foire Saint-Sulpice, pardon, mais ça aura bien lieu. On le relance cette année et il aura lieu effectivement vraisemblablement un dimanche. Ça serait le dimanche 11 septembre, je crois. 11 septembre. Donc on le fait en septembre maintenant. On le fait en septembre, mais on le relance effectivement puisque le Covid nous avait, et on communiquera très bientôt là-dessus. Et vous avez parfaitement raison. Et vous voyez un autre aspect de l'intérêt de replacer la foire Saint-Sulpice en juin, c'était à la demande des poètes qui étaient bien sûr très attachés. Les antiquaires, c'est important qu'ils conservent ça dans leur calendrier de foire. Et c'était également pour permettre justement au vide-grenier d'avoir lieu au mois de septembre, car en octobre, le temps est plus incertain. Et également, mais donc ça, pareil, ça ne montre certainement pas dans le cadre de cette programmation, de faire une journée des associations du 6e et une journée de la solidarité du 6e sur la place. Voilà une suggestion. Ça pourrait être intéressant, sympathique, que les gens puissent... C'est reprogrammé également. On a abandonné ce forum des associations pendant 2 ans. Il doit avoir lieu à nouveau le 3 ou 4 septembre, vous aurez le premier samedi le traditionnel Carrefour des Sports, et le samedi suivant, vous aurez le forum, effectivement, des associations à la mairie du 6e, qui revient. Mais pas sur la place? Parce que alors, c'est assez sur sympathique. La place, si on peut faire, on verra. Après, si vous voulez, ce qui est embêtant sur la place, c'est que ça veut dire location de tentes, et ça coûte cher. Ça coûte cher. Dès qu'il y a des tentes, ça coûte très cher. Mais en tout cas, on refait un forum des associations. Ok, je vous remercie. Je vous propose de voter, mes chers collègues. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Et je donne maintenant la parole à la première adjointe pour la délibération numéro 5. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Donc, par cette délibération, il s'agit d'apporter notre soutien à 4 associations parisiennes, dont une seule concerne le 6e arrondissement.
et cela dans le cadre de la politique musicale de la ville de Paris. L'association L'Esprit Jazz, que vous connaissez tous, organise ce festival à Saint-Germain-des-Prés depuis 2001. Ce festival est de renommée internationale, avec des artistes reconnus et également de jeunes talents. L'année dernière, en raison du contexte, l'association a développé une nouvelle formule qui a utilisé la richesse du digital, de l'audiovisuel, le lien direct avec les artistes et les publics. Et ce format a permis, entre autres, d'assister à des concerts en streaming, de visionner des capsules ou vidéos où les artistes s'adressent au public et présentent leurs concepts exclusifs, et de participer également à des vidéoconférences, c'est-à-dire, comme tous, on a eu la nécessité d'utiliser la vidéoconférence, le digital, etc. Donc cette année, la 20e édition du festival est prévue du 16 au 21 mai, donc on voit qu'il se passe toujours quelque chose donc, à Saint-Germain-des-Prés. Elle accueillera les concerts de plusieurs artistes, dont le duo de la trompettiste Erel Besson, le quintet du contrebassiste Kyle Eastwood et le sextet de la chanteuse Marion Rampal à la Maison des Océans, l'Odéon Théâtre de l'Europe. Et le festival proposera également des concerts en réalité virtuelle, une table ronde sur le thème des stéréotypes de genre dans les musiques improvisées. Voilà. Donc, je ne vous cite pas les autres associations, vous les regarderez dans vos dossiers si vous le souhaitez, puisque pour ce qui concerne l'association L'Esprit Jazz, c'est une subvention d'un montant de 15 000 € qui est attribuée à l'association. Alors, je ne sais pas si on peut voter ce montant ou s'il faut voter l'intégralité du montant souhaité. Voilà. Donc, l'intégralité, c'est une somme de 90 000 € qui est proposée d'être votée de façon à ce que chacune des associations, dont l'Esprit Jazz, puisse avoir la possibilité de fonctionner. Voilà, mes chers collègues. Merci. Chers collègues, alors je crois que c'est 120 000 au total. En été, c'est 120 000. Je vous propose, mes chers collègues, et s'il n'y a pas de demande de prise de parole, alors c'est la 21e édition du Festival de Jazz à Saint-Germain-des-Prés, et c'est une très belle équipe et une très belle programmation cette année, qui donne d'ailleurs de plus en plus de visibilité aux femmes musiciennes de jazz qui sont en train de prendre le pouvoir ici comme ailleurs. Alors, le dénommé Eastwood, là, le jazzman, ce n'est personne d'autre que le fils de Clint. Ah oui? Ah oui, le fils de Clint Eastwood. De quel âge? Je ne pourrais pas te préciser. D'accord, parce qu'il a eu plusieurs mariages et plusieurs... Mais en tout cas, c'est très bien. Nous l'accueillerons avec plaisir et sans colt. Donc, je vous propose de voter, mes chers collègues, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. La délibération est adoptée à l'unanimité. Donc, vote global pour les points 6 et 7. Après, nous avons un vœu qui a été présenté par Céline Hervieux et Chantal Lambert-Buras, relatif à la création d'un forum petite enfance à la mairie du 6e. Je donne la parole à Chantal Lambert-Buras. Merci, monsieur le maire. On aurait pu le faire en duo, ce vœu, puisque c'est le résultat d'un travail qui a été réalisé dans la plus grande harmonie entre Céline Hervieux et moi-même, qui reprenait le premier vœu que avait suggéré Céline Hervieux, mais qui l'amendait en indiquant tout ce qui était déjà fait dans le 6e arrondissement, qui n'était pas apparu effectivement aux jeunes élus de cette récente mandature, puisque le Covid a bloqué beaucoup de choses qui se passaient et que Céline Hervieux ne pouvait avoir connaissance. Donc, ce vœu reprend des considérants en indiquant ce qui est déjà fait en mairie, et propose qu'un forum de la petite enfance conforte ce qui est déjà réalisé en mairie, c'est-à-dire la promotion des différents modes de garde présents dans l'arrondissement, la diffusion d'informations sur les acteurs locaux, associations, relais information famille, PMI, etc., qui sont crèches municipales ou associatives ou crèches familiales, un temps d'échange convivial et d'animation, voire de spectacle pour les familles qui viendraient avec leurs enfants, et des formations aux gestes qui sauvent que nous faisions déjà régulièrement tous les ans avec une personne de l'hôpital de Bray.
Donc, considérant que plusieurs autres arrondissements parisiens ont mis en place un forum, on se propose de le réaliser aussi, ce forum. Considérant que l'innovation autour des sujets liés à la petite enfance contribue toujours à améliorer la vie des familles de l'arrondissement, sur proposition de CNR Vieux, donc nous proposons ensemble ce vœu pour qu'existe annuellement à la mairie du 6e un forum de la petite enfance. Alors, voilà, donc ce que je vous propose, je pense qu'on va le voter. Je donnerai peut-être quelques indications sur la date ou sur le... Non, mais vous le donnerez par la suite. Voilà, okay. Il faut que ça soit établi. Ça sera, voilà. On va essayer de le faire avec les autres forums dont on a parlé. Ça veut dire qu'on risque d'avoir un mois de septembre très très chargé, mais on va essayer d'harmoniser tout ça. Et donc je souhaite que ce vœu soit voté à l'unanimité. Mes chers collègues, je vous propose de voter ce vœu. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Avec peut-être, vous avez le pouvoir de Madame Hervieux, non? Vous ne l'avez pas formellement, non? Non, je n'ai pas le pouvoir formel parce qu'elle m'a indiqué qu'elle était en retard. Elle est justement à un événement petite enfance à l'Académie du Climat qui s'est terminé il y a un quart d'heure. Donc le temps qu'elle court jusqu'ici... Alors, bien sûr, bien sûr. Parfait, merci beaucoup. Alors, nous avons maintenant un vœu qui est présenté par le Conseil, qui a été émis par le Conseil du quartier Notre-Dame-des-Champs et qui va être présenté par Madame Florence de Vara. Merci, Monsieur le maire. Effectivement, c'est un vœu donc émis par le Conseil de quartier Notre-Dame-des-Champs, un vœu assez simple, mais sur un point très sensible pour les habitants et les riverains et toutes les familles qui vont au Jardin du Luxembourg le dimanche. Et il y a énormément de monde qui passe par la rue Vavin. C'est donc un vœu relatif à l'intégration d'une partie de la rue Vavin à la démarche Paris Respire le dimanche. Donc, effectivement, sur proposition du Conseil, je vais vous lire le vœu exact. Le Conseil de quartier Notre-Dame-des-Champs émet le vœu que la rue Vavin, dans sa partie entre la rue d'Assas et la rue Notre-Dame-des-Champs, intègre la démarche Paris Respire le dimanche. En fait, le Conseil de quartier Notre-Dame-des-Champs estime qu'au niveau de la sécurité des nombreux jeunes enfants et des familles qui passent dans cette partie de la rue le dimanche, voilà, ce sera sûrement un point très positif et plus agréable pour tout le monde. Voilà, donc je vous propose de voter aussi à l'unanimité ce vœu surtout qui sera très utile et rassurant pour les familles du quartier. Merci. Merci Madame la maire adjointe. Y a-t-il des demandes de prise de parole, Monsieur Comet? Oui, merci Monsieur le maire. J'aurais voulu savoir en fait quel était le processus d'approbation après, une fois que le vœu a été voté, et quand est-ce qu'on arrive au fait de transformer cette rue Vavin en rue de Paris Respire. Et puis j'avais une autre question qui concerne les frais de fonctionnement. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir avoir des personnes supplémentaires pour cette partie de la rue, puisqu'elle est quand même complètement séparée de la rue Auguste-Comte? Et puis entre les deux, il y aura... continueront à circuler sur la rue d'Assas les voitures. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut mobiliser une équipe supplémentaire pour surveiller ça, sachant qu'évidemment, un certain nombre de voitures auront quand même le droit de passer, par exemple, celles qui vont chercher les personnes âgées pour le repas familial du dimanche midi. Et c'est bien évidemment, mon cher collègue, ça monte ensuite en Conseil de Paris, ça va monter en Conseil de Paris, ça va être étudié par le cabinet du maire adjoint chargé des transports. C'est en été une demande assez ancienne. On a depuis plusieurs années, on parle d'une opération Paris Respire sur la rue Vavin, comme d'ailleurs sur le quartier de la Soif. Ça nécessite effectivement des personnes supplémentaires. Le quartier de la Soif à certaines heures ou à certaines périodes. Et on avait aussi un projet historiquement sur la rue du Dragon le samedi après-midi. Mais tout ça, effectivement, nécessite, comme vous l'avez très bien dit, des personnels supplémentaires qui peuvent être soit des personnels PP, soit maintenant des personnels des PMP.
Après, il faudra aussi obtenir de la RATP qu'elle dévie un autobus, puisqu'il y a une ligne d'autobus qui continue à fonctionner le dimanche. Voilà. Mais tout ça ne nous empêche pas de continuer à réfléchir. Et il y aura sans doute, je pense, au titre d'embellir quartier Notre-Dame-des-Champs, une proposition d'un aménagement assez important, sans doute, entre la rue Auguste-Comte et la rue Guynemer, une sorte de plateau qui permettrait de faciliter la traversée des piétons, qui sont nombreux, en passant de la rue Vavin à la rue, à l'entrée du Luxembourg. On sait qu'il y a toujours beaucoup de monde à cet endroit-là. Il n'est pas exclu d'ailleurs qu'également peut-être le Sénat s'oriente vers une réouverture d'une seconde porte du jardin du Luxembourg, qui faciliterait encore les choses. Mais c'est effectivement, ça reste à étudier, mais c'est à mon avis une bonne chose qui va dans l'air du temps. Mes chers collègues, je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie. Alors maintenant, nous rentrons dans le vœu qui est présenté premier vœu présenté par Mme Kiss relatif aux équipements de proximité, dont nous avons pris connaissance. Il est très clair. Voulez-vous rajouter quelque chose, ma chère collègue? Non, pas particulièrement. Juste insister sur le fait de la maison des associations dans le 6e. Je pense que ça serait vraiment bien que les associations puissent retrouver, comme elles avaient autrefois, une maison des associations. Et voilà, donc ça fait partie des propositions d'équipements de proximité pour les prochains locaux qui viendraient à se libérer, que je propose dans mon vœu. Alors, je ne vais pas proposer d'adopter votre vœu parce que compte tenu d'un certain nombre de considérants, mais je suis tout à fait d'accord avec vous et je pense que la plupart des élus seront d'accord sur le fait qu'effectivement, de retrouver une maison des associations dans le 6e arrondissement serait effectivement une bonne chose, car c'est vrai que l'accès à la maison des associations du quartier latin est un peu difficile et par ailleurs leurs salles sont assez peu nombreuses, d'où l'intérêt d'ailleurs peut-être de voir si on pouvait accroître la superficie de cette maison des associations. J'ai fait des propositions avec la maire du 5e qui malheureusement pour le moment n'ont pas été entendues. En revanche, si vous voulez, j'ai bien noté ce que vous mettiez dans votre vœu, mais on ne peut pas non plus, si vous voulez, tout rejeter et avoir une approche hyper arrondissementière, d'autant plus que l'ensemble ces équipements appartiennent à la mairie de Paris. Hein. Ils appartiennent pas à la mairie. Encore une fois, on bute toujours sur la même chose. Nous ne sommes pas une commune de plein exercice. Nous n'avons pas autorité, nous n'avons pas la propriété, nous n'avons pas les moyens autonomes de faire fonctionner des établissements sans que ce soit en accord avec la mairie de Paris. C'est pour ça que l'école du 9 rue de Vaugirard a été mis à disposition de la Fondation des femmes, mais c'est quand même un très beau projet, même si effectivement la Covid a quand même considérablement gêné les choses. Mais si effectivement on peut renforcer d'ailleurs les liens avec la cité audacieuse dans les prochains mois, il faudra, je sais que le conseil du quartier Odéon, et on avait nommé justement une personne qui est dans votre conseil de quartier, mais effectivement voir Florence, par exemple, également regarder avec si on peut un peu recoopérer avec la Fondation des femmes, qui est bien sûr actuellement très accaparée par le débat politique que vous connaissez tous, mais après, une fois que ce débat aura lieu, évidemment, ces sujets continueront à nous occuper. Et puis la maison européenne du dessin de presse, pas besoin d'insister aussi sur l'importance de cette affaire après les tragiques attentats de Charlie Hebdo. C'est un projet d'ailleurs qui avait été au départ conçu par rappelle-moi, Georges Wolinski, qui habitait repris par sa femme. C'est un projet qui avait été conçu par Chirac et Wolinski, qui avaient beaucoup sympathisé ensemble.
dans les années 2005-2006, et ils avaient effectivement conçu le projet de cette maison, qui n'a pas été mise en œuvre par le président suivant, et qui n'est finalement ressorti qu'après le décès de Georges Wolinski lors du tragique attentat de Charlie Hebdo, renforcé ensuite par les attentats du Bataclan. Et c'est ce qui a conduit, si vous voulez, à ce qu'on se réintéresse à ce projet qui a donné lieu, comme vous le savez, à une décision conjointe, tripartite, entre la région Île-de-France, la mairie de Paris et l'État. Mais tout reste à construire, tout reste à construire. Et je souhaite bien évidemment que, comme ça avait été évoqué, que la nouvelle directrice de l'école des Beaux-Arts soit, si possible, un peu l'opératrice de cette maison, qui consisterait d'ailleurs à faire en sorte que ce ne soit pas uniquement un lieu culturel muséal, mais que ce soit au contraire un lieu dédié à la compréhension, à la transmission, à ce que les milieux, aussi bien les milieux scolaires, mais également les milieux, les jeunes générations, soient en quelque sorte, voient leur esprit ouvert, ouvert vers de nouveaux horizons, vers la laïcité, également vers la tolérance. Donc c'est quand même un très beau projet, même s'il faudra là encore sans doute plusieurs années avant qu'il soit effectivement mis en œuvre. Mais par ailleurs, j'ai entendu ce que vous disiez sur la maison des associations. Je pense qu'il nous appartient effectivement de faire vivre certains projets. Mais regardez sur Tarnier, on a maintenant un très beau projet autour de la santé de la femme, qui va mobiliser des dizaines de millions d'euros de la région, de l'État, de la ville de Paris. On peut rien faire sans les grands opérateurs. Et moi, je m'en félicite. Même si, effectivement, certaines fois, des opérations plus modestes ne peuvent pas être mises en œuvre. Peut-être arriveront-on à le faire. Peut-être que nous aurons un jour une évolution sur le patrimoine immobilier qui nous permettra effectivement de retrouver une maison des associations. Voilà, ma chère collègue. Mais sur ce vœu-là, honnêtement, je peux pas vous suivre. Je peux pas vous suivre compte tenu des considérants et surtout compte tenu d'une réalité juridique, administrative et topographique que nous ne maîtrisons pas. On peut pas se couper de la mairie de Paris et de l'État compte tenu de l'importance. C'est pas possible. Monsieur Comet. Bien, merci, monsieur le maire. Nous non plus, nous ne voterons pas ce vœu parce que nous ne sommes pas d'accord, effectivement, sur le fait d'opposer d'un côté les grands aménagements qui ne servent pas qu'au 6e et puis le 6e. Je pense d'ailleurs qu'on parle de choses extrêmement différentes parce qu'une maison des associations, c'est pas aussi significatif que ce que peut être la cité audacieuse. Ça n'a pas besoin d'autant de mètres carrés. Pareil pour la maison des initiatives étudiantes. Et puis la cité audacieuse, c'est quand même quelque chose qui contribue au rayonnement du 6e, même si ça ne sert pas que un 6e. Entre parenthèses, ça amène quelques emplois d'ailleurs, puisque l'ensemble des salles de classe sont occupées par des personnes qui travaillent pour des associations. Le projet de maison européenne des dessins de presse, vous en avez parlé, monsieur le maire, et je pense que là aussi, ça fait partie quand même de la vocation culturelle du 6e. On peut pas le refuser. Alors par contre, je suis tout à fait d'accord sur l'intérêt qu'il y aurait à avoir une ressourcerie, un Ripper Café, éventuellement un café intergénérationnel. Je signale d'ailleurs de ce côté-là qu'il y a un café associatif qui fonctionne à l'intérieur de la cité audacieuse, et qui est lui aussi ouvert plusieurs soirées par semaine, dans lequel il y a des animations. Donc je pense que les deux choses doivent être menées de façon parallèle, ne concernent pas exactement les mêmes locaux, et effectivement avoir une ressourcerie ou un café, un Ripper Café serait une bonne chose. Je sais que une bagagerie solidaire serait aussi une très bonne chose et on cherche avec beaucoup de difficultés des locaux. Donc la ressourcerie et le Ripper Café, ça risque d'être un petit peu pareil, mais c'est pas une raison pour pas commencer, effectivement. Oui, je voulais préciser que mon vœu n'était pas pour dire que
ben voilà, qu'on ne fasse pas cette maison européenne des dessins de presse et du dessin. C'était pas contre les projets existants. C'est juste pour dire que si on a des nouveaux locaux qui se libèrent, on prenne en compte la dimension, la dimension maison des associations, ressourcerie, vie locale de l'arrondissement. Voilà, c'était juste pour ça, pas contre les projets déjà existants. On a bien noté tout ça, mais néanmoins, compte tenu de la rédaction du vœu, effectivement, on peut pas vous suivre. Bien, mes chers collègues, je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Madame Hervieux. Qui vote contre? Qui vote pour? Madame Kiss. Vous avez tout le... Voilà. Le vœu n'est pas adopté. Vous nous avez proposé un deuxième vœu relatif au déploiement de radars anti-bruit et je donne la parole à notre collègue Iris Berthomier, conseillère déléguée à la santé notamment, qui va vous répondre. Oui, alors je voulais vous remercier pour votre vœu parce que le bruit, c'est une problématique que nous abordons systématiquement dans les conseils d'arrondissement et également dans les conseils de quartier maintenant. Donc c'est une problématique de santé, donc c'est pour ça que c'est moi qui vous réponds. Et donc on revient un petit peu sur cette expérimentation qui a lieu, donc que vous avez mentionné dans votre vœu, les 14 et 15 février 2022. Il y a eu 2 premiers radars anti-bruit qui ont été installés à Paris. Et la proposition que vous formulez, elle consiste à indiquer que lorsque l'expérimentation aura abouti, le 6e arrondissement puisse être un terrain favorable au radar anti-bruit. Je voulais vous indiquer qu'on y est favorable, évidemment. Le bruit est une problématique du 6e arrondissement. Les habitants nous en parlent quotidiennement, j'ai envie de dire. Et évidemment que c'est une problématique dont on souhaite se saisir. Je rappellerai peut-être que c'est une initiative qui a été prise au départ par Jean-Noël Barrot, député des Yvelines, et ça a été mené avec succès dans les Yvelines. Donc voilà, il n'y a pas de raison qu'à Paris ce ne soit pas le cas. Et donc je propose de voter favorablement ce vœu. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Il n'y en a pas. On va voter favorablement en vous invitant, mes chers collègues, peut-être à faire des propositions. Peut-être pas des dizaines de propositions, parce que vous savez que justement le matériel est compté, mais sur un certain nombre d'axes, peut-être en parler dans vos conseils de quartier. Moi, je pense que les grands axes peuvent être privilégiés. Je pense au boulevard du Montparnasse, mais il y a d'autres artères. Ça me semblerait tout à fait important. Madame Berthomier. À noter que ça représente un coût non négligeable. L'achat d'un radar anti-bruit, c'est une grosse somme. Et je pense que le 6e mérite bien un ou 2 équipements de ce type. Absolument. Et il faudra, dans ce cas-là, puisque mon directeur de cabinet est présent dans la salle, que nous sollicitions Bruit Parif, qui est un organisme reconnu en la matière, qui, je crois, implante des méduses. Mais les méduses ne doivent pas être uniquement implantées dans des rues où il y a du bruit, notamment des bruits de verre et de bouteilles. Ils peuvent être également implantés dans d'autres artères plus fréquentées par la circulation routière. Mes chers collègues, je vous propose de voter. Donc, on est unanimité sur le vœu pour les radars. Je vous remercie. Ma chère collègue, vous avez ensuite posé une question orale, qui était d'ailleurs une question orale, vous avez raison de la poser, puisque effectivement, sur la suggestion de la mairie de Paris, il y a un territoire zéro déchet qui a été mis en œuvre rue Littré, et nous avons d'ailleurs fait suivre votre question à l'ingénieur local de la propreté qui est chargé avec l'association PIC Environnement, PIK, de la mise en œuvre de cette démarche. Et vous verrez, plutôt que de vous lire, je vous fais déposer la réponse in extenso qui nous a été communiquée et qui permet de faire le point sur cette démarche destinée aux scolaires, aux commerçants et aux habitants de la rue Littré, qui est une rue que nous connaissons bien, située entre la rue de Rennes et la rue de Vaugirard, et qui
justement a des caractéristiques intéressantes puisque c'est une rue habitée, c'est une rue commerçante, c'est une rue avec un groupe scolaire. Mais vous constaterez à la lecture de la réponse qu'effectivement, là encore, la crise sanitaire a joué son effet et que malheureusement, les démarches, notamment vis-à-vis des scolaires, ont pris un peu de retard. L'association PIC Environnement nous indique que, effectivement, s'agissant des scolaires, les sessions de formation doivent être reprogrammées à partir, effectivement, du mois de mars. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas autant avancé qu'on aurait pu le faire, mais en tout cas, la volonté de continuer cette démarche est bien sûr très, très prégnante parmi ces initiateurs. Mes chers collègues, je vous propose peut-être maintenant, au titre des affaires diverses, de vous dire quelques mots et d'engager peut-être un petit échange sur la crise humanitaire qui concerne l'Ukraine, ce grand pays de 40 millions d'habitants auquel nous sommes attachés, particulièrement attachés du fait de la présence de la cathédrale ukrainienne Saint-Volodymyr, qui est située dans le 6e arrondissement, qui m'a d'ailleurs permis depuis un certain nombre d'années d'accueillir à tour de rôle tous les premiers ministres ou présidents ukrainiens qui se sont succédés à la tête de ce pays dans des conditions souvent difficiles. Et au-delà, bien évidemment, au-delà d'ailleurs de ce lieu emblématique de l'Ukraine, le spectacle de désolation que connaissent de nombreuses régions ukrainiennes, les bombardements, ont ému à juste titre des millions de Français qui, à travers ce spectacle de désolation, se rendent compte que la guerre peut concerner l'Europe. Ce n'est pas une guerre lointaine, c'est une guerre qui se déroule à quelques milliers de kilomètres de notre pays. Et c'est une guerre qui est, bien sûr, qui va amener des destructions, des morts, des blessés et des réfugiés. Nous avons, assez rapidement d'ailleurs, dès la fin de la semaine dernière, dès une dizaine de jours, pris des contacts avec les associations qui gravitent dans le sillage de la cathédrale, et nous avons communiqué effectivement sur les premiers dons en espèces qui pouvaient être faits sous la forme de chèques. Et ensuite, nous avons relayé les informations qui nous ont été données par la mairie de Paris ainsi que par l'ambassade d'Ukraine. Je vous ai fait suivre d'ailleurs un certain nombre d'informations. Nous avons ouvert la mairie d'arrondissement ce week-end. Nous n'avons pu ouvrir malheureusement que le samedi dans la mesure où la DPMP n'a pas pu nous fournir les personnels nécessaires à l'ouverture du dimanche. Mais nous avons d'ores et déjà collecté un certain nombre de dons. Et j'ai d'ailleurs un document sous les yeux, je ne sais pas s'il a été distribué, il a été distribué, qui vous montre que effectivement des denrées alimentaires ont été collectées, des produits d'hygiène, des produits de soins, ainsi que des couettes, des plaids, des vêtements. Ces dons étant transmis jusqu'à présent à la Fabrique de la Solidarité de la ville de Paris et à la protection civile du 6e arrondissement, dont je voulais saluer d'ailleurs l'engagement remarquable. Il est possible que la protection civile, d'ailleurs, nous aide le week-end prochain, puisque la collecte continue, elle continue tout au long de ces journées, et elle va se poursuivre au cours des prochaines semaines. Je vais donner la parole à Chantal Lambert-Buras, qui va compléter sur ce point ce que j'ai dit, étant entendu que vous pouvez aussi avoir des personnes qui proposent des hébergements. J'ai eu assez rapidement une ou deux personnes qui ont proposé des hébergements. Je les ai tout de suite dirigés vers le CAS, vers le Centre d'action sociale de la ville de Paris, qui, en liaison avec les services sociaux, essaie d'organiser un peu les choses. Parce que, bien évidemment, de deux choses l'une, ou c'est la mise à disposition de locaux pour des hébergés futurs qui ne sont pas arrivés, ou c'est, comme nous l'avons vu d'ailleurs très rapidement, des Ukrainiens accueillis dans une famille française que nous avons reçus en mairie du 6e, et je voulais remercier le relais Information Famille qui s'est mobilisé pour cette famille qui est hébergée rue des Canettes.
Nous n'avons pas procédé à la vaccination des enfants car ce n'était pas nécessaire, mais ils sont actuellement en cours de scolarisation ou rue Saint-Benoît ou dans une école du 5e arrondissement, puisqu'il s'agit de primo-arrivants ne parlant pas le français. Donc, ils ont été pris en main. Nous avons aussi des personnes, j'en parlais, qui ont proposé des hébergements. Je les ai, sans que les réfugiés soient là, je les ai dirigés pour que ça soit, bien sûr, encadré. Parce que qui dit arriver dit quand même prise en charge administrative, prise en charge éventuellement alimentaire, et puis avec un statut spécial. C'était d'ailleurs, on en a parlé, c'est un statut de personne temporaire, un statut spécial, un statut administratif spécial, qui permettra éventuellement à ces personnes, s'ils le peuvent, s'ils le souhaitent, de repartir, car souvent ce sont des familles incomplètes qui arrivent, des femmes, des enfants quelquefois avec des grands-parents, l'homme étant souvent resté en Ukraine pour différentes raisons. Madame la première adjointe. Oui, simplement, j'ai pris encore la tâche aujourd'hui, à votre demande, monsieur le maire, avec la cathédrale Saint-Vladimir, pour savoir comment on pouvait les aider, savoir s'ils souhaitaient qu'on leur transmette les dons que nous avions à la mairie. Et en fait, ils m'ont expliqué leur problème, c'est qu'ils ont eux-mêmes beaucoup de dons, mais qu'ils ont un problème de stockage, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment stocker tous les dons qu'ils reçoivent, et qu'ils ont également, effectivement aussi, un problème pour expédier ces dons. Donc, on a pris la tâche de la protection civile. Je remercie monsieur Riwal, qui se propose de récupérer les dons qui sont faits à la cathédrale ukrainienne et de les amener ou de les stocker et le reste de les amener aux endroits où ils seront pris en charge pour être acheminés jusqu'aux portes de l'Ukraine. Voilà. Mais bien évidemment, il y a d'autres possibilités. On me signalait que... Pardon, on me signalait, merci cher Chantal, on me signalait qu'une collecte allait se dérouler dans le cadre du lycée Montaigne. Donc là encore, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses. Donc il faut ne pas hésiter à se tenir informé des choses pour qu'on puisse éventuellement diriger, relayer sur le site. Après, nos forces sont limitées, hein, bien évidemment. Camions, encadrement, tout ça, c'est pas. On peut, mais en tout cas, on peut relayer, on peut faire de la jonction, on peut faire du go-between, on peut essayer de faire en sorte que les choses se passent le mieux possible. Ce que me disait aussi le curé que j'ai vu, c'est que la mairie du 15e avait affrété, ou tout au moins avait pris en charge les dons qui étaient réalisés dans le 15e arrondissement pour les acheminer avec un camion à leur charge vers la frontière, vers la Pologne, et qu'ils étaient passés également à la cathédrale pour prendre déjà des dons et les acheminer. Voilà. Donc très régulièrement, toutes les initiatives sont bonnes, chacun côtoie et se renseigne auprès des uns et des autres de façon à essayer d'être le plus efficace possible. Mes chers collègues, je vous remercie de votre... Est-ce que vous souhaitez évoquer d'autres sujets? S'il n'y en a pas, je voulais remercier et dire à Madame Hervieux que son vœu avait été apprécié par le Conseil. Oui, je vous prie de m'excuser pour mon retard. Je présidais la réunion des adjoints petite enfance, justement. Mais je sais bien. Madame Lambert-Burens, donc j'ai pas assisté au débat, mais j'espère... Mais écoutez, si débat il y a eu, mais... Il arrive quelquefois qu'en politique, ça se passe quelquefois encore mieux formidable. Quand on n'est pas là, mais c'est pas pour... C'est pas pour vous, c'est pas du tout. C'est un trait d'humour. Hein. Mais en tout cas, ça a été voté à l'unanimité. Merci. Je veux vraiment vous remercier, monsieur le maire, ainsi que madame Chantal Lambert-Burens, parce qu'on a travaillé ensemble sur ce vœu et je suis très contente que ça aboutisse. Je pense que ce sera une réussite pour les familles. Voilà, exactement. Et je voulais simplement compléter votre propos en disant que dans les crèches de la ville de Paris également, il y a des points de collecte pour du matériel de puériculture à destination potentiellement des familles et d'enfants de réfugiés ukrainiens. Donc les petits sont concernés également. Alors on n'a pas encore une vision extrêmement précise du nombre d'enfants qui seront accueillis à Paris, mais la ville de Paris est fortement mobilisée. Il y a encore eu cet après-midi une réunion avec Madame la maire de Paris qui a décliné en fait l'ensemble du dispositif et notamment l'accueil dans
des enfants dans les écoles parisiennes et dans les crèches. Nous, ça se passera plutôt au niveau de la petite enfance dans des haltes-garderies, par exemple, si en fonction des besoins, on adaptera. Et donc, il y a une école, notamment dans le 7e arrondissement, l'école de la rue de Verneuil, qui devrait être mobilisée. Peut-être que les établissements du 6e le seront. Non, mais d'autant plus que la rue de Verneuil a été fermée. Oui, en réalité, elle a été fermée l'été dernier. Elle n'a pas été transformée en Ripper Café ou en autre utilisation. Effectivement, la ville peut l'utiliser. Et la ville a sans doute, effectivement, un certain nombre de possibilités. Les haltes-garderies, c'est une très bonne chose, puisqu'on sait effectivement que les haltes-garderies sont moins utilisées. Et ça peut effectivement le faire. Alors, je voulais également vous faire une petite remarque. Vous savez que nous avons, depuis plusieurs années, des enfants russophones qui sont accueillis à l'école élémentaire Littré. Alors, je vous le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, c'est un accord qui avait été passé entre le rectorat et l'ambassade de Russie. Et j'ai signalé, bien évidemment, au commissariat de police ce point sensible, car personne ici ne confond la Russie, le peuple russe et les gouvernements russes. Et d'ailleurs, c'est une remarque qui est valable pour tous les pays du monde. On peut être en désaccord avec des politiques gouvernementales et ménager les populations. Donc, je souhaite bien évidemment que ces cours et qu'aucun désordre ne se passe. C'est un endroit, donc, ce sont des enfants, alors ça peut être des enfants russophones qui sont originaires de Russie, de couples franco-russes ou éventuellement de Français qui apprendraient le russe. Voilà. On peut avoir d'ailleurs aussi, je le signale, des enfants russophones revenant de Russie et qui pourraient demander à être scolarisés dans ces classes. Madame Hervieux. Oui, simplement pour compléter votre propos, Monsieur le maire, c'est vrai que la communauté russe est très importante dans le 6e arrondissement et je voulais simplement partager avec vous le fait que j'ai eu des remontées de terrain de parents d'élèves qui me disaient que certains parents d'élèves russes étaient, un petit peu malmenés par d'autres parents qui leur demandaient de prendre position ouvertement contre l'invasion et la guerre, et ces parents se sont retrouvés plus ou moins pris à partie. Alors je rapporte des propos, moi je n'y ai pas assisté directement, mais soyons tous attentifs effectivement à cette situation et à ce que nos concitoyens riverains qui seraient d'origine russe ou russes de nationalité ne soient pas pris à partie, contraints de se positionner publiquement, on va dire. Absolument. Donc ce sont des situations qui visiblement existent entre les parents d'élèves, oui. Cette communauté-là. Merci, ma chère collègue. S'il n'y a pas, Madame Kiss, une dernière intervention. Oui, dans d'autres mairies d'arrondissement, on mis le drapeau ukrainien aux côtés du drapeau européen et du drapeau français. D'autres aussi se sont illuminés le soir aux couleurs de l'Ukraine. Donc c'est un geste de solidarité fort et voilà, je voudrais savoir si c'est prévu. J'imagine que non, puisque c'est pas le cas actuellement. Si vous voulez, sur le fronton de la mairie, je suis par définition réticent à mettre d'autres drapeaux, parce que si vous voulez, le drapeau ukrainien serait effectivement peut-être bienvenu compte tenu de l'agression ukrainienne. On le mettra éventuellement, puisqu'il y a d'ailleurs une demande de la mairie de Paris. Donc si c'est une demande de la mairie de Paris, comme c'est un bâtiment de la mairie de Paris, je ne peux pas refuser à la mairie de Paris de mettre le drapeau, surtout que vous arriveriez bien à le savoir et à me le reprocher. Donc je ne le ferai pas. Néanmoins, je reste... Alors on est dans un cas particulier, un pays en guerre, envahi, on ne va pas effectivement chipoter là-dessus. Donc on le mettra. Vous remarquerez qu'il a déjà été mis à l'intérieur, à l'entrée, à côté du monument aux morts, en accord d'ailleurs avec Taras Orezny, qui est notre président du comité d'entente et qui est lui-même ukrainien, qui est franco-ukrainien. Et deuxièmement, sur l'illumination, moi, pour tout vous dire, j'ai appelé Arnaud Ngatcha dès le départ, parce qu'il y avait une demande justement de la communauté ukrainienne de faire illuminer le square Taras Shevchenko. De faire illuminer le square Taras Shevchenko. Ça, c'est compliqué, ça n'a pas été possible. Voilà, mais je crois que on va mettre le drapeau ukrainien et puis ça sera, c'est très bien. Après, sur l'illumination, il aurait fallu le faire dès le départ.
En réalité, c'est très compliqué. Le système est assez compliqué. Vous avez su qu'il n'avait pas fonctionné d'ailleurs pendant des mois. Il tombe en panne souvent. Là, on est illuminé en bleu, blanc, rouge, qui normalement ne doit déplaire à personne. Donc, je crois que on va continuer comme ça et on va mettre le drapeau ukrainien quand il arrivera. Il est prévu pour quand ? Je vais lancer la demande cet après-midi. D'accord. Bon. Merci de votre échange, merci pour cette soirée. Claude Ribes va intervenir aussi. Oui, un point très concret concernant non plus le stockage, mais le transport des denrées et des différents dons. Je me demandais s'il ne fallait pas songer, avec l'accord évidemment du cabinet de la ministre, à solliciter l'état-major de l'armée de l'air, qui peut-être pourrait aider à rapprocher. Il ne faudrait pas y voir un acte de guerre, je pense. Ils ont des moyens de transport, peut-être qu'il faut garder ça dans un coin de notre tête. S'agissant d'un arrondissement qui est le nôtre, où il y aura probablement beaucoup de choses collectées, c'est peut-être une idée à creuser. Je pense que ce serait une demande qui serait examinée avec bienveillance. J'ai de bonnes raisons de le penser. Monsieur le conseiller, comme je sais que vous avez des relations spécifiques, je vous propose de creuser cette démarche. Après, je ne sais pas si on pourront ménager un terrain d'atterrissage dans le 6e arrondissement. Sauf si le président du Sénat nous donne l'autorisation de faire atterrir un avion sur le jardin de Luxembourg. Madame Kiss. Oui, c'était pour me porter l'écho de l'inquiétude du conseil syndical de la copropriété du 47 rue Dauphine concernant l'installation d'un restaurant au rez-de-chaussée de leur immeuble. Donc je sais que vous êtes destinataire de la même lettre. En fait, c'est dans le cadre du conseil de quartier Monet, où je siège, qui m'ont contacté. Donc je voulais savoir qu'est-ce qui était prévu pour limiter les nuisances éventuelles dont ils se plaignent par avance, en fait. Non, merci. Peut susciter des nuisances sonores, olfactives, et qu'il faut effectivement que les installations aient été avalisées par le propriétaire ou la copropriété. Mes chers collègues, s'il n'y a plus d'autres demandes d'intervention, je vous souhaite une excellente soirée.